L'objectif des États-Unis est resté le même depuis la Seconde Guerre mondiale, la suprématie mondiale. Les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en ayant essentiellement hérité de l'Empire britannique, après la faillite de ce dernier. La doctrine Truman allait de pair avec le système de Bretton Woods. En somme, il s'agissait de maintenir l'intense production manufacturière américaine après 1945. Leur grande crainte à l'époque était qu'avec la fin de la guerre et la disparition de la nécessité de produire à plus de 100% de la capacité, les États-Unis soient sérieusement menacés de revenir à la situation de 1929, à une grande récession, une grande dépression. Et la façon d'éviter cela était de s'assurer que les États-Unis deviennent un exportateur net. C'était le même modèle, si vous voulez, que celui de la Chine aujourd'hui. Mais ils étaient suffisamment nuancés et intelligents pour comprendre qu'on ne peut pas maintenir des exportations nettes indéfiniment, à moins de transférer une partie de ces excédents vers les régions déficitaires de son système économique mondial, afin de soutenir la demande pour ces exportations nettes. Ainsi, l'Europe et le Japon ont été dollarisés, soit par le biais du plan Marshall, soit par des crédits ou des prêts, qu'ils soient privés ou publics. Cela importait peu. Je veux dire qu'une grande partie des excédents américains étaient envoyés en Europe et en Asie, afin qu'ils puissent maintenir les exportations nettes des États-Unis. C'était le système de Bretton Woods. Ce système était voué à disparaître dès lors que les États-Unis n'avaient plus d'excédents. Et c'est à ce moment-là que le Trump de l'époque, un gentleman que vous vous rappellerez sous le nom de Richard Nixon, a fait exploser le système monétaire et le système commercial mondial que les Américains avaient créé. Donc vous voyez, ce que fait Trump a déjà été fait auparavant. Un président américain a déjà fait exploser le système financier et commercial mondial conçu et construit par les Américains. Et cela a marqué une période, à partir du milieu des années 1970, d'un mécanisme mondial de recyclage inversé. Au lieu que les excédents américains soient recyclés vers le reste du monde, ce sont les déficits américains qui ont fourni la demande globale massive nécessaire à la poursuite du miracle économique allemand, du miracle économique japonais, puis à l'enracinement et à la croissance du miracle économique chinois. Donc, pour le dire très vulgairement, mais je pense d'une manière qui n'est pas trompeuse, essentiellement, l'économie américaine générait la demande globale pour les exportateurs allemands, japonais et chinois. Ils étaient payés en reconnaissance de dettes appelées dollars. Et ces dollars retournaient aux États-Unis via Wall Street pour financer le gouvernement américain, la bourse américaine et l'immobilier américain. Voilà la situation. Et bien sûr, ce tsunami de capitaux qui affluait vers Wall Street nécessitait la déréglementation de Wall Street. Les banquiers sont devenus fous. Ils ont commencé à construire d'énormes, gigantesques piles de produits dérivés toxiques par-dessus cela. Et tout s'est effondré en 2008. Ce système entier est alors entré dans une crise très grave, ce système de recyclage très étrange. Et vous savez, la combinaison du socialisme pour les banquiers, c'est-à-dire l'assouplissement quantitatif, la création monétaire pour les banquiers, et de l'austérité pour presque tout le reste, la grande majorité, a provoqué un effondrement très important de l'investissement aux États-Unis et en Europe. En Europe, les seuls qui ont réellement investi une partie de l'argent, beaucoup de l'argent créé par les banques centrales, étaient les grands propriétaires de la tech, vous savez, les Amazon, les Google, les Metas, etc. C'est pourquoi nous avons une nouvelle forme de capital. Je l'appelle le capital du cloud, qui réduit rien d'autre que du pouvoir. Le pouvoir d'extraire des rentes du reste de l'économie. Et dans ce contexte, alors que les États-Unis étaient activement décimés par le processus de désindustrialisation,
La classe rentière américaine s'en sortait vraiment très bien. Les personnes qui vivaient des marchés financiers et de l'immobilier prospéraient grâce à tout ce recyclage de l'argent ou des profits des autres que maintenait le déficit commercial américain. Mais si vous étiez ouvrier du bâtiment ou ouvrier dans l'industrie, un travailleur manuel du Midwest, vous étiez décimé. Puis Trump est arrivé en disant que cela ne pouvait pas continuer, que l'on était allé trop loin et qu'il allait rendre sa grandeur à l'Amérique. En d'autres termes, il allait rééquilibrer la relation disproportionnée entre le monde du dollar et la capacité manufacturière américaine, qui était devenue totalement déséquilibrée pour le dire autrement. La finance américaine, le monde dollarisé, est devenu un parasite gigantesque qui se nourrissait d'un tout petit organisme, l'industrie manufacturière américaine, qui rétrécissait. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce que Trump promet, il va l'accomplir. Cela ne signifie pas que parce que Nixon a réussi son choc, Trump réussira le sien. Cela ne veut pas dire qu'il y aura une continuité, car il ne s'agit pas seulement de ce que Trump fait pour que ce projet fonctionne. La prochaine administration et celle d'après devront également participer. Nixon ne l'a pas fait tout seul. Carter, Reagan, puis Bush ont poursuivi cette politique. Nous vivons donc une époque très intéressante. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, alors que Trump semble vouloir essayer de rendre sa grandeur à l'Amérique, il y a ces efforts de réindustrialisation et de gestion de la dette. Et je suis d'accord. Je pense que Trump a vu juste sur certains points en ayant le doigt sur le pouce, en reconnaissant que la situation est intenable. Mais je suis un peu critique envers ses initiatives quant à la manière dont il compte traverser le choc, comme tu le dis. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avions en quelque sorte un accès préférentiel au marché américain, aussi pour des raisons politiques, et nous avons bénéficié de l'énergie bon marché des Russes. Comment les Européens se réorganisent-ils? Ou que font-ils dans cette guerre commerciale pour essentiellement bâtir un nouveau modèle économique dans lequel ils pourraient prospérer? Mais la réponse, c'est pas grand-chose. Quoi qu'ils fassent, ils le font dans un état de panique, sans aucune planification. Le monde créé par le choc Nixon est celui qui a engendré l'euro, la zone euro. Car en y réfléchissant, ce que Nixon a fait en 1971, c'est expulser l'Europe de la zone dollar. En 1971, nous avions des taux de change fixes avec le dollar. En d'autres termes, nous avions le dollar. Nous faisions partie de la zone dollar, même si nous avions nos propres monnaies nationales dans nos poches. Réfléchissez, pendant 20 ans, nous n'avions pas besoin de vérifier les taux de change, parce qu'ils étaient les mêmes. Les taux d'intérêt étaient plus ou moins entre 4 et 5%, constants. C'était un monde magnifiquement ennuyeux. C'était le monde dans lequel la machine industrielle allemande est devenue si remarquablement performante. Et vous savez ce que les Américains ont fait en 1971? C'est de nous mettre dehors. Ils nous ont effectivement jetés en pâture au loup. Souvenez-vous du secrétaire au Trésor américain qui est venu au nom de Richard Nixon, les Européens en 1971. John Connally, qui allait partout en disant « Je me fiche de votre problème, mon vieux. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème. » Et dans un état de panique totale dans les années 70, les Européens ont commencé à essayer de créer leur propre système de Bretton Woods, leur propre régime de taux de change fixe. La raison pour laquelle ils en avaient besoin, c'est parce que l'Union européenne, Glenn, a été construite comme un cartel de grandes entreprises. Je veux dire, son premier nom était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc c'était comme ce que fait l'OPEP avec le pétrole. Ils voulaient faire la même chose avec le charbon et l'acier. Il s'agissait de limiter la concurrence, d'avoir des prix stables, des prix convenus, des prix de cartel.
Et puis bien sûr, ils ont intégré les agriculteurs avec le traité de Rome, à qui ils ont offert une part des profits de l'industrie lourde. C'est ce qu'est une politique agricole commune. Or, pour qu'un cartel fonctionne, comme nous le savons avec l'OPEP, il faut une monnaie commune ou des taux de change fixes. Parce que, si les taux de change fluctuent, il devient vraiment très difficile de maintenir la collusion. Car dans un cartel, comme nous le savons tous, et comme nos étudiants l'apprennent en première année d'économie, les cartels sont instables. Ils sont soumis à des forces centrifuges. Et si l'on permet au prix de varier parce que les taux de change varient, alors il est impossible de maintenir le cartel. L'Europe avait donc besoin de cette construction. La structure de type cartel de l'Union européenne nécessitait une monnaie commune. Nous nous sommes donc engagés dans ce processus. D'abord, il y a eu le serpent, si vous vous souvenez, puis le système monétaire européen, ensuite le mécanisme de taux de change. Tout ce que nous avons fait a échoué, et donc nous avons décidé de fédérer notre monnaie, de créer une monnaie commune, l'euro. Mais dans le processus, nous avons oublié de créer un trésor commun. Nous avons oublié de mettre en place les institutions démocratiques capables de gérer la politique monétaire d'une manière ne serait-ce qu'un tant soit peu démocratique. C'est bien sûr ce qui a causé la crise de l'euro. Et comment ont-ils géré la crise de l'euro? Par des mesures d'austérité dures, incroyablement dures, et beaucoup d'impression monétaire. Ce qui, bien sûr, signifiait que Volkswagen n'investissait rien. Car s'ils reçoivent tout cet argent gratuit, et que les clients n'ont pas les moyens d'acheter des Volkswagen chers ou des machines de type Tesla, des voitures de nouvelle génération, ils n'investissent pas là-dedans. Ils prennent l'argent que la BCE a imprimé. Ils vont à la bourse de Francfort et rachètent leurs propres actions. Le cours de l'action augmente. Les dirigeants de Volkswagen s'enrichissent énormément parce que leurs salaires sont liés au cours de l'action. Et pendant 15 ans, il n'y a eu aucun investissement. Pendant ce temps, la politique devient toxique parce que lorsque vous appliquez l'austérité au peuple allemand, au peuple français, au peuple grec, etc., tout le monde finit par se détester. Vous allez voir des Européens, même des Européens progressistes, et vous leur dites « Et si on fédérait maintenant ?» Ils répondent « Va-t'en, juste va-t'en, ne m'en parle même pas. » Ce sont des personnes qui voulaient une fédération européenne il y a quelque temps. Donc la politique est devenue toxique, il n'y a aucune coordination, nous n'avons aucun leadership. Autrefois, vous savez, j'étais notoirement opposé à quelqu'un comme Angela Merkel, n'est-ce pas? Mais au moins, c'était une dirigeante. Au moins, elle avait du capital politique. Maintenant, on a des poules sans tête qui courent dans tous les sens. Comme vous savez, ce type, Merz, qui n'a même pas réussi à se faire élire la première fois comme chancelier d'Allemagne. On a Macron, un président en fin de mandat. Quand j'étais au gouvernement, il y avait un affrontement très sévère entre le Nord et le Sud. Maintenant, on a un affrontement encore pire entre l'Est et l'Ouest. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pardonnez ma réponse un peu longue, mais votre question était « Comment l'Europe réagit-elle au choc Trump ?» Eh bien, elle ne réagit pas. Parce que pour réagir, il faut avoir un centre de décision politique cohérent. Et nous ne l'avons pas. Vous avez Merz, qui veut un accord de libre-échange avec Trump. C'est tombé directement dans le piège que Donald Trump est en train de tendre. Vous avez Macron, qui ne veut pas cela, qui veut autre chose. Ni Merz, ni Macron n'ont de pouvoir sur la Commission européenne. Vous avez Ursula von der Leyen, qui a créé un petit cercle fermé autour d'elle. Elle n'a aucune légitimité, aucun soutien démocratique de qui que ce soit. Elle concentre le pouvoir entre ses mains, fait des choses vraiment idiotes, qui n'ont absolument aucun rapport avec le vrai problème de l'Europe, à savoir qu'il nous manque environ 600 milliards par an en termes d'investissement.
Nous avons un déficit d'investissement de 600 milliards par an, et personne n'en parle. Et quand c'est le cas, vous savez, je n'ai pas beaucoup de cheveux, mais les quelques-uns qu'il me reste, je les arrache, parce qu'ils parlent de moteurs militaires. Ils vont acheter des chars et des torpilles, et je ne sais quelles autres idées idiotes ils ont sur ce qu'ils vont acquérir. Cela ne va pas générer de croissance. Cela fera grimper le cours des actions de Rheinmetall, d'Alstom et d'autres. Mais cela n'aura aucun impact macroéconomique significatif pour l'Europe. Donc, pour résumer la réponse à votre question, l'Europe est en train de prendre du retard.